Bonjour à tous, je vois qu'il y a déjà une vingtaine, trentaine de participants qui arrivent. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce webinaire donc, qui est fait en partenariat avec Ressources humaines sans frontières aujourd'hui sur les questions de travail forcé et travail des enfants. Je vais être assez bref, je vais faire une petite introduction technique avant la réunion et avant de passer la parole à Alexis Mas et à Magali Kroes, qui est donc directrice directrice de Ressources humaines sans frontières. On va donc séquencer la séance en plusieurs temps. Il va y avoir une première partie sur le travail forcé pendant une quinzaine de minutes avec des indicateurs, les situations de terrain dans la chaîne de sous-traitance. Et puis, on fera déjà une première séance de questions-réponses. Une deuxième partie sur le travail des enfants concrètement, différentes formes de travail des enfants et pareil, les situations de terrain dans la chaîne de sous-traitance. Encore une fois, une question et réponse. Et puis enfin, une dernière séquence sur le risque et les causes systémiques, la prévention du risque. Et puis, on évoquera aussi à ce moment les futurs travaux qu'on va mener conjointement l'année prochaine avec Ressources humaines sans frontières sur ces thématiques de travail forcé et de travail des enfants. Voilà, donc ça va être un petit peu pour le dérouler. Alors, en ce qui concerne la séance, le mieux, c'est probablement que vous utilisiez pour les questions donc le bouton Q&R qui est en bas sur la barre de l'interface. Bon, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent. Et pour le dérouler en tant que tel, puisqu'il y aura quand même quelques slides qui seront présentés par Magali Croez, je vous suggère d'utiliser le bouton d'affichage en haut à droite et de cocher côte à côte intervenant. Comme ça, vous bénéficierez au mieux sur vos écrans de la présentation et donc de Magali au moment de l'intervention. Voilà, je passe la parole tout de suite à Alexis Mas, président du FIR. Alexis, à toi. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre ce matin pour ce séminaire qui s'annonce passionnant. Pour le Forum pour l'investissement responsable, c'est un sujet important que le social, même que l'environnemental. L'environnement est naturellement très important. On sait qu'en matière environnementale, la finance responsable a fait de gros progrès. En matière sociale, j'ai eu l'occasion d'écrire cette semaine que ça restait le parent pauvre de la finance responsable. Je maintiens mes propos. Le but est naturellement pas d'opposer les deux, mais d'essayer de faire progresser ensemble. Et quand on regarde les sujets sur lesquels il y a à la fois un accord général de tout le monde et en même temps où il demeure des controverses, on s'aperçoit que le travail des forcés ou le travail des enfants, dont on pourrait avoir l'illusion très occidentale qu'il a disparu, demeure des sujets majeurs dans les chaînes d'approvisionnement. Rappelez-vous, les investisseurs responsables s'en souviennent bien. Il y a quelques années, le scandale qui a atteint Nike sur le travail des enfants. Rappelez-vous, et là c'est beaucoup plus récent, la campagne d'engagement actionnarial demandée par le syndicalisme international sur le mondial au Qatar en matière de travail forcé, avec des allégations que, naturellement, pas les grands groupes internationaux, mais dans leur chaîne de sous-traitance, certains sous-traitants confisquent les passeports des personnes qui travaillaient sur les sites de construction des stades, générant des situations inacceptables. Donc, l'objectif de cette journée, c'est de mieux comprendre les risques pour pouvoir naturellement les prévenir, faire de l'engagement actionnarial, mieux travailler, qu'on soit un émetteur ou qu'on soit surtout un investisseur responsable désireux de vérifier que son investissement ne sert pas des pratiques inacceptables. Merci beaucoup à Magali Creuse d'avoir accepté d'être parmi nous et je lui passe sans tarder la parole. Merci Alexis et merci Grégoire pour cet accueil. C'est un sacré challenge qu'on va essayer de remporter aujourd'hui parce qu'aborder le travail forcé et le travail des enfants en moins d'une heure, on va essayer d'aller à l'essentiel. Ce qui va être important, je pense, c'est non seulement d'aller dans la compréhension de chaque risque, et on va voir si on y arrive aujourd'hui, mais c'est d'aller, comme Grégoire l'a souligné, vers mais comment finalement on peut travailler ensemble à plusieurs acteurs pour concrètement prévenir ces risques. À partir du moment où on les a bien compris, comment est-ce qu'on avance ensemble? Donc j'espère qu'on va avoir des petites clés aujourd'hui. Je vais vous partager quelques informations. Alors, la toute première information qu'il faut quand même que je précise, pourquoi est-ce que j'interviens et pourquoi Ressources humaines sans frontières? Très, très rapidement, on est une organisation un petit peu particulière, on est une ONG qui est complètement dédiée à l'expérimentation de solutions de prévention du travail forcé et du travail des enfants.
Donc, à partir du moment où on veut expérimenter des solutions, bon, déjà, ça sous-entend qu'on n'en a pas aujourd'hui. Donc ça, c'est la première chose à partager. On expérimente des solutions, mais pour ce faire, il faut que les acteurs avec lesquels on travaille aient une base de connaissances partagée sur ces risques. Et donc, une partie de nos missions, c'est ça aussi, c'est d'expliquer ces risques et de creuser un petit peu et de faire comprendre en fait leur complexité. Alors, si on va sur le travail forcé. Le travail forcé, on sait que c'est un problème complexe, mais par contre, on oublie, alors vous, je pense que vous êtes plutôt avertis comme public, mais on oublie qu'il est basé sur un système extrêmement lucratif. Et c'est ce modèle économique, en fait, qui est en jeu, et c'est contre ce modèle économique qu'on essaye de travailler. J'ai forcément envie de revenir un petit peu à l'histoire. Et ça, c'est plutôt une introduction. Pour ceux qui ne le savent pas, quand on a aboli l'esclavage en France en 1848, on a donné des indemnités aux colons. Et qui représentent, voilà, quand on donne l'équivalent aujourd'hui, pour 250 000 esclaves en France à l'époque, c'était 4,5 milliards d'euros équivalents. Alors là, on parle juste de la part d'indemnité aux colons. Évidemment, on ne parle pas de tout le commerce qu'il y avait derrière et voilà, de comment est-ce qu'on est passé d'un modèle économique à un autre. Ce qui est important de retenir, c'est que voilà, c'est un modèle extrêmement lucratif déjà à l'époque. Et si on en vient à aujourd'hui, quand on parle donc d'esclavage, esclavage moderne, et là je parle essentiellement donc, du travail forcé, ben, en fait, cette lucrativité, elle est encore au nœud du problème. Et pour vous donner une idée de ce que ça représente, si on travaille, donc nous on travaille beaucoup sur Taïwan, donc je vous citerai certains pays sur lesquels on travaille, mais en l'occurrence j'ai beaucoup d'exemples sur Taïwan où on est très présent. Un travailleur qui vient travailler à Taïwan, qui vient donc en général d'Indonésie, des Philippines, du Vietnam, de Thaïlande, qui vient pour un contrat de travail de 3 ans, il faut réaliser que sur ces 3 ans, il va verser l'équivalent de 12 à 26 mois de salaire pour payer des frais de recrutement qui s'étalent depuis son village d'origine, où il a été recruté, jusqu'à l'usine et tout au long de son contrat. Donc, quand on compare ce nombre de mois de frais, équivalent frais, par rapport à un recrutement standard qu'on pourrait faire aujourd'hui dans des secteurs sur des profils qui sont plus qualifiés, on dirait un recruteur, une entreprise va peut-être payer 1 ou 2 mois de salaire équivalent pour pouvoir recruter quelqu'un. On se rend compte de la différence d'échelle et on se rend compte que ce modèle, voilà, rapporte énormément d'argent. Alors, j'avais envie de partager ce côté lucrativité parce qu'il ne faut absolument pas le perdre de vue. Et dès qu'on va rentrer dans les indicateurs, on va le perdre un tout petit peu de vue. Donc, gardez-le en tête parce qu'on l'abordera encore un petit peu plus tard. Comment concrètement est-ce qu'on caractérise le risque de travail forcé sur le terrain? Alors, bien évidemment, nous, on suit les indicateurs de l'OIT. L'OIT a identifié 11 indicateurs. D'un point de vue opérationnel, on a trouvé ça plus facile de les regrouper en 4 catégories, parce que ça marque plus et quand on forme dessus, ça reste plus. La première catégorie, c'est tous les indicateurs liés au consentement. Le travail forcé, déjà, c'est le fait que le consentement ne soit pas libre et ne soit pas éclairé. Et ça, pour vous donner un exemple, typiquement, si je reprends mon travailleur qui a fait son voyage depuis les Philippines pour arriver à Taïwan, il a signé aux Philippines un contrat de travail. Et on a la chance d'avoir un Memorandum of Understanding entre les Philippines et Taïwan qui normalement réglemente et qui dit les Philippins qui vont travailler à Taïwan n'ont pas à verser le moindre centime pour aller travailler. Donc, ce travailleur signe un contrat de travail qui dit tu vas travailler dans telle usine, tu auras tel salaire et tu ne paieras rien. Tout est pris en charge, ton billet d'avion, etc., ton transport, et voilà. Il se trouve qu'en fait, ce travailleur, quelques jours avant de prendre l'avion, on lui fait signer un deuxième contrat de travail. Mais un contrat de travail, on lui dit, ben voilà, pour les formalités à Taïwan, il faut que tu signes ça. C'est pas dans ta langue, mais t'inquiète pas, ça reprend à peu près les termes qu'il y avait auparavant. Le travailleur, en général, signe. Il faut savoir que
il a déjà engagé beaucoup d'argent et il a déjà fait un prêt pour payer les frais d'agence qui sont essentiels à payer pour signer le premier contrat. Et donc, il ne va pas reculer. Donc, il signe ce deuxième contrat. Et puis, arrivé à Taïwan, il s'avère qu'on lui fait signer un troisième contrat. Et un contrat qui, lui, va rajouter des frais. Ce que je ne vous ai pas dit au deuxième contrat, c'est qu'évidemment, dans ce contrat en mandarin, on lui faisait payer son aller-retour d'avion, on lui faisait payer déjà certains frais. Puis arrivé à Taïwan, en fait, on va lui en rajouter et on va lui dire qu'on va lui prélever des frais de traduction. On va même lui faire payer son superviseur parce que comme il ne parle pas la langue, c'est à lui de payer un superviseur dans l'usine qui parle sa langue. Donc ça, c'est pour vous illustrer ce qu'on appelle le consentement non éclairé, non libre. La deuxième famille d'indicateurs, c'est la contrainte. Donc, est-ce qu'il existe une contrainte sur le travailleur? Et cette contrainte, et ça va être la contrainte essentielle pour nos chaînes de sous-traitance, notamment, je parlais des multinationales françaises que je connais bien avec toute la chaîne de sous-traitance, ce qu'on va regarder, c'est la servitude pour dette. C'est une contrainte. Le fait d'avoir une dette si colossale qu'en fait on ne peut pas quitter son travail, si colossale qu'on ne peut pas partir, qu'on ne peut pas refuser. Pas mal de contraintes qu'on peut nous mettre en plus, au-delà de cette contrainte. Donc ça, cette dimension contrainte, elle est très très importante. Et ce n'est pas uniquement comme dans certains pays, on peut se représenter voilà, cette attitude de menace sur le travailleur. C'est beaucoup plus subtil que ça, souvent. La troisième catégorie, c'est l'isolement. À partir du moment où le travailleur n'a aucun moyen de communiquer dans sa langue, à partir du moment où il ne peut pas avoir accès à de l'information, à partir du moment où il ne peut pas être assisté tout court, il est en situation d'isolement. Et la quatrième catégorie, c'est tout ce qui touche à la liberté de mouvement. Quand on restreint d'une façon ou d'une autre la liberté de mouvement d'un travailleur, on estime qu'on porte atteinte à sa liberté de mouvement. Alors, ça se caractérise par pas mal de choses sur le terrain. Ça peut être des couvre-feux, ça peut être des enfermements parfois, donc des lock-in dans les usines, parce que les dortoirs se trouvent aussi dans les usines. Il y a pas mal de dimensions autour de la liberté de mouvement. C'est souvent celle-là qu'on regarde en premier, notamment autour des papiers d'identité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, maintenant qu'on sait que retenir les papiers d'identité, c'est un indicateur parmi d'autres, eh ben, il y a d'autres choses qui se sont mises en place pour limiter la liberté de mouvement des ouvriers. Et notamment la mainmise sur les comptes, la mainmise sur les comptes en banque. À partir du moment où je n'ai pas accès à mon compte en banque et à mes économies, je ne peux pas partir. Donc ça fait partie des différentes dimensions de la liberté de mouvement. Sur le terrain, quand on a des indicateurs dans chacune de ces 4 familles, on estime qu'on est en risque avéré de travail forcé. Si on a des indicateurs dans quelques-unes de ces 4 familles, on va évaluer le risque et on va dire, là, vous avez telle et telle exposition. Et là, il faut travailler sur tel et tel aspect. Donc, ça, c'est pour partager avec vous comment est-ce qu'on voit ce travail forcé. Alors maintenant, derrière, il y a pas mal de pratiques qui se sont mises en place. Et ça, on pourra peut-être les partager un petit peu plus tard sur la partie compréhension du risque et politique de prévention. Grégoire, est-ce que tu penses qu'on peut faire la première partie de questions-réponses à ce stade? Oui, bien sûr. Alors, vous pouvez utiliser effectivement le bouton Q&R qui est en bas pour poser vos questions. Moi, j'en ai une un petit peu déjà. Magali, tu parles de Taïwan. On a évoqué dans nos conversations aussi préliminaires un autre pays qui était la Malaisie. Est-ce qu'il y Oui. a justement des territoires comme ça bien spécifiques où le travail forcé est structurellement voilà, inhérent finalement au pays et à sa réglementation? Complètement. Alors même si là, on va avoir des différences entre Taïwan ou la Malaisie, où la Malaisie officiellement, on a des accords entre les pays qui stipulent, donc les pays sources et les pays d'arrivée, qui stipulent qu'aucun frais ne doivent être en jeu dans les recrutements. À Taïwan, c'est précisé avec certains pays, mais il y a des pratiques encore de services et qui sont légales de facturer certains types de services aux travailleurs. Globalement, oui, on a des pays où on va dire qu'en fait, le risque de travail forcé est endémique.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va avoir une activité, on va avoir un fournisseur, on va avoir voilà, des sous-traitants qui opèrent dans ce pays, le risque est présent. Et que si le risque est présent, ce qu'il faut regarder avant tout, c'est que fait le fournisseur ou la filiale face à ce risque. Donc l'idée, ce n'est pas d'aller démontrer qu'il existe, puisque ce risque, il est là, c'est d'aller montrer, mais qu'est-ce que vous faites à partir du moment où vous opérez dans un pays où le risque est élevé, qu'est-ce que vous faites contre ça? Alors, je vois dans les participants que quelqu'un a levé la main. Le problème, c'est que pour lever la main, en fait, il faut poser la question de manière écrite dans les questions qui sont en bas à droite, le Q&R, pour qu'elle puisse nous parvenir. Alors, je peux peut-être, alors du coup, je peux ouvrir éventuellement la parole comme ça. Donc il me semble que c'est Charles Yezer qui a posé la question. Alors, Martine Léonard pose la question, quel pays précisément? Ah, quel pays précisément? Alors là, on a cité Taïwan, on a cité la Malaisie, et puis bah, en fait, je pourrais vous en citer quelques autres, mais il faudrait déjà qu'on aille dans tous les pays, voir sur place ce qui s'y passe, et utiliser justement cette identification pour dire, bah, à partir du moment où on est dans le pays et qu'on a l'ensemble de ces indicateurs qui sont communément présents dans les différents sites, oui, a priori, on va être en situation de risque élevé. La cartographie des pays, il y a une multitude de cartographies des pays aujourd'hui. Des cartographies spécifiques sur le risque de travail forcé ou de travail des enfants, elles ne sont pas si nombreuses. Il y en a qui sont assez intéressantes du côté des États-Unis, donc du Bureau du travail. Nous, on établit aussi des cartes de risque dans tous les pays dans lesquels on travaille, nous, c'est-à-dire que sur place, on est allé dans les usines, dans les plantations, et donc on a pu établir une cartographie au niveau du pays jusqu'au niveau des unités de production. Mais voilà, je ne peux pas vous donner une liste comme ça exhaustive de tous les pays. En fait, ce qu'on va regarder très très vite pour le travail forcé, c'est quels sont les flux de recrutement. Quelle est la situation de la main-d'œuvre peu qualifiée ou pas qualifiée dans le pays? Est-ce qu'elle est facile à trouver? Est-ce qu'elle n'est pas facile à trouver? Est-ce que la population locale répond à cette demande? À partir du moment où la population locale, c'est assez compliqué, ou qu'on doit aller la chercher dans certaines régions reculées, puisque là, je vous ai parlé de travailleurs migrants, mais ça peut être des migrants internes au pays ou des migrants externes. On a des situations de risque de travail forcé au sein même de la Malaisie, avec des usines qui pensent être tranquilles parce qu'elles ne font pas appel à des travailleurs migrants, mais qui malheureusement font appel à des agences qui vont chercher les travailleurs dans des régions reculées et qui finalement les exposent de la même façon, parce que pour aller de leur village jusqu'à l'usine, il se passe autant d'intermédiaires quasiment que si on les recrutait dans un autre pays. Alors du coup, il y a Charles Yezer de la CFDT qui pose la question, la complicité de certains pays est donc avérée. Alors, Alors, c'est plus compliqué qu'une complicité. Alors déjà, il faut comprendre que il y a enfin, dans beaucoup de pays, et je vais reprendre le cas de la Malaisie parce que enfin, on a beaucoup, beaucoup de situations sur place. À partir du moment où, quand on recrute quelqu'un, cette personne n'a pas le statut d'adulte autonome, émancipé, ça devient très compliqué. Et pour le coup, la plupart des travailleurs migrants pas qualifiés ou peu qualifiés qui sont recrutés pour venir travailler dans ces pays n'ont pas le même niveau de droit que n'importe quel être humain local. Ils sont sous la dépendance, même pénale, de leur employeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un employeur sur place, même avec la meilleure volonté du monde, en disant bah, moi, je vais lui mettre des dortoirs qui sont bien propres, je vais faire attention à lui donner sa paye, je vais faire attention à tout. Bah oui, mais ces ouvriers, ils doivent par exemple aller dormir dans des dortoirs qui sont gérés par des sociétés de gestion de dortoirs. Et ces sociétés de gestion de dortoirs, en fait, elles ont des consignes parce qu'elles ont plusieurs sociétés qui font appel à elles pour héberger leurs travailleurs, et elles ont des consignes pour les garder à tout prix à l'intérieur du dortoir pour qu'ils ne sortent pas faire, comme ils disent, des bêtises. Et pourquoi est-ce qu'on ne veut pas qu'ils fassent des bêtises?
sous-entendu, aller boire, se retrouver peut-être arrêté par la police pour avoir commis certaines infractions, parce que c'est l'employeur qui est pénalement responsable de tout ce qui se passe dans la vie de l'ouvrier. L'ouvrier ne peut même pas se loger lui-même, il n'a pas le droit de se loger lui-même. Donc il faut comprendre que c'est c'est plus compliqué que dire le pays est complice. On est juste face à un système qui, oui, souvent nous dépasse en termes de références par rapport aux références qu'on peut avoir nous dans nos pays. Euh, mais il faut pouvoir l'aborder sous tous les angles. Et c'est ça, en fait, la partie complexe. C'est comprendre qu'il n'y a pas que le gouvernement, il n'y a pas que l'entreprise, ou qu'il n'y a pas que euh, les agences. C'est l'ensemble, en fait, de ces acteurs qui, tous ensemble, malheureusement, alimentent un modèle. Et eux n'en voient qu'une petite partie. Donc, c'est ça qu'il faut déconstruire. Merci Magali. Du coup, il n'y a pas de questions supplémentaires pour l'instant dans le Q&A. Donc, ce que je propose, c'est qu'on passe à la partie sur le Oui, travail des enfants. Et de tout toute à fait. façon, on reviendra sur ces deux sujets dans la partie finale. Donc, toutes les questions seront bienvenues à ce moment-là. Pas de problème. Alors, pour la partie travail des enfants. Alors là, je ne vais pas vous parler de lucrativité, mais ça reste un problème complexe. On a, donc tout quand on travaille avec les entreprises sur le travail des enfants, on a souvent une réaction binaire au début, où l'entreprise nous dit, bah, finalement, le travail des enfants, quand c'est sur le périmètre de travail sur lequel on est, donc notre chaîne, notre maillon, notre fournisseur, bah, c'est facile. Soit il y a des enfants, soit il n'y en a pas. Et puis, bah, en dehors du périmètre de travail, en dehors de nos maillons, bah, en fait, le travail des enfants, ce n'est pas notre sphère d'influence, puisque ce sont des causes qu'on ne peut pas nous traiter. Et notamment, on nous cite la pauvreté. C'est à cause de la pauvreté qu'on a affaire au travail des enfants et l'entreprise ne peut pas s'attaquer à la pauvreté. Alors, ce qui est intéressant, c'est que bah, typiquement, la pauvreté, c'était déjà dans les débats parlementaires qui ont mis sur le tapis le travail des enfants en 1841. Et là, je peux vous laisser lire très rapidement ces minutes du débat parlementaire, mais cette notion de mais si on ne fait pas travailler les enfants, bah, la pauvreté, comment on fait? Il y a des études, par exemple, qui montrent, et notamment en Inde, que bah, en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'il s'avère que le travail des enfants contribue à la pauvreté. C'est plutôt cyclique. Et pourquoi ça y contribue? Parce que le travail des enfants dévalorise le travail des parents. Il dévalorise le prix du travail des parents. Et dans ces études en Inde, il y a eu une petite augmentation progressive du revenu des parents dans une zone où ils avaient réussi à expérimenter l'éviction complète des enfants du travail. Donc, c'est plus compliqué que ce qu'on pense et finalement, on peut avoir un impact dessus. Si on avance un petit peu dans le travail des enfants, j'ai besoin quand même de revenir sur ce que c'est qu'un enfant. Il faut absolument que je partage la définition parce que ça aussi, souvent, on n'a pas tous la même définition. Je vais vous donner une anecdote, mais quand on demande au Costa Rica, on a demandé au Costa Rica des planteurs de café, et dans une communauté agricole, euh, un enfant, c'est quel âge? Et en fait, on nous a dit, sur place, bah, qu'un enfant devenait adolescent à 7 ans. Et rien que ça vous donne un peu de perspective sur à quel point le concept, déjà le travail des enfants c'est compliqué, mais le concept d'enfant, bah, c'est pas très clair non plus. Donc c'est important de dire, les enfants, ce sont les individus de moins de 18 ans. Le travail des enfants, c'est le travail dangereux des enfants en âge de travailler, donc entre 15 et 18 ans, je simplifie, 14 pour les pays en voie de développement sous conditions et autres, mais entre 15 et 18 ans, le travail dangereux des enfants, c'est le travail abusif des enfants. Et là, en dessous de 15 ans, bah, c'est pas de travail du tout. Donc le travail abusif des enfants, on pourrait dire, c'est assez simple, c'est ça. Mais malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple parce que il y a différentes classes d'âge d'enfants, différentes situations qui vont être exposées au travail abusif des enfants et qu'il ne suffit pas juste de décréter
que au-dessus de 18 ans, c'est bien, en dessous de 18 ans, entre 15 ans, il faut faire attention, et puis en dessous de 15 ans, on les enlève. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Quand on veut, nous, évaluer le risque de travail des enfants, on va regarder, alors j'appellerai pas ça directement des indicateurs, mais c'est des points d'intention qui nous permettent de quantifier un petit peu, et c'est plus de sentir là où il faut agir en termes de prévention de travail des enfants. La première chose qu'on va regarder, et qu'on ne verra jamais aujourd'hui malheureusement dans un audit, c'est regarder le système de rémunération. Qu'est-ce que nous apprend un système de rémunération? Quand on a, selon le secteur, une rémunération au panier, au seau, donc qui privilégie la quantité, ou une rémunération à la tâche, on a un système de rémunération qui encourage la participation des enfants. Il faut imaginer que dans certains secteurs, si on a des familles entières qui migrent pour aller faire, là je vais parler de l'agriculture, pour aller faire des récoltes, c'est aussi parce que le système de rémunération les encourage à amener des bras en plus. Et c'est les bras des femmes, c'est les bras des enfants pour pouvoir finalement avoir une rémunération correcte. Donc ce système de rémunération, il faut absolument le regarder. La deuxième chose à regarder, c'est la maîtrise des risques. Quand on est même dans une usine, et qu'on part du principe qu'on a tout fait pour vérifier l'âge des enfants, et qu'on se dit, normalement, moi, j'ai des gens qui ont plus de 18 ans. Je donne un exemple. Oui, mais il y a certains pays où on sait que c'est un petit peu compliqué de savoir exactement l'âge, parce qu'on sait que c'est parfois un petit peu compliqué de vérifier les papiers et qui ne sont pas forcément très fiables. Alors en fait, ce qu'il faut faire là, c'est partir du postulat qu'on peut avoir des jeunes de moins de 18 ans. Et pour le coup, il y a vraiment des emplois où on aimerait avoir des jeunes de moins de 18 ans, donc ceux entre 15 et 18 ans. Parce que s'ils travaillent entre 15 et 18 ans, si on les forme sur certains métiers entre 15 et 18 ans, au moins ils ne vont pas chez d'autres employeurs qui, eux, les acceptent sans problème et qui sont beaucoup moins regardants sur les conditions de travail. Mais revenons sur ces jeunes qui travaillent entre 15 et 18 ans. Il faut absolument qu'ils soient sur des postes de travail et dans des conditions qui ne les exposent pas. Et quand on est dans une usine même, ou dans une plantation, où en fait, il n'y a eu aucune identification des tâches qui sont à risque pour les jeunes de moins de 18 ans et pour les femmes enceintes, puisque ça inclut effectivement le bébé à venir, on peut tout de suite dire qu'on a un niveau de risque qui peut être élevé. Donc, maîtriser les tâches à risque, c'est avant tout protéger les jeunes qui peuvent être exposés aux tâches dangereuses. Un troisième point, c'est l'encadrement du travail. Le manque d'encadrement qui est associé donc dans les grands espaces où en fait on peut pas maîtriser, on ne peut pas être à côté tout le temps. Le travail à domicile, c'est pareil. À partir du moment où on ne peut pas voir ce qui se passe, encadrer le travail, on a un niveau de risque aussi en termes de travail des enfants. On ne sait pas ce qui se passe derrière les maisons, on ne sait pas ce qui se passe dans une plantation quand on a des familles de nouveau entières qui ont migré, où on a peut-être mis des enfants, donc peut-être une école sur place, mais personne ne va regarder ce qui se passe exactement dans les plantations. Donc ça, c'est important, cette dimension d'encadrement du travail. Et puis, il y a cette dimension de l'éducation et de la future employabilité des jeunes. Quand on est dans des pays ou dans des régions où finalement le système d'éducation, il n'est pas très accessible. Alors, il n'est pas très accessible aux locaux, a priori il est accessible, il peut ne pas être très accessible aux enfants des travailleurs migrants qui ont accompagné leur famille pour venir faire les récoltes. Il y a le système d'éducation, mais il y a aussi la future employabilité. Les parents ne mettront pas dans le système éducatif ou n'encourageront pas leurs enfants à aller dans un système éducatif qui, au bout du compte, ne va servir à rien pour les enfants une fois sortis. Qu'est-ce qu'on fait des enfants qui sortent des écoles, des programmes obligatoires jusqu'à 12 ans? Qu'est-ce qu'on va faire de ces enfants? Donc, encourager aussi aller vers l'éducation et tous les programmes qui favorisent l'éducation, c'est essentiel par rapport au travail des enfants. C'est un vrai levier. Mais il faut travailler dessus dans le sens où on apporte véritablement quelque chose à l'enfant, c'est-à-dire des systèmes éducatifs, voire des systèmes d'apprentissage qui vont l'amener derrière à avoir un emploi.
la famille, ça va l'encourager sans problème et va préférablement aller dans cette voie plutôt que d'associer un enfant à la récolte, au tri ou à certaines tâches. Donc ça, c'est des vraies questions en fait qu'il faut se poser par rapport au travail des enfants. Est-ce qu'à ce stade-là, vous souhaitez qu'on fasse l'échange sur les questions-réponses? Alors, il y a une réponse qui a été postée par Patrick Boult qui demande quel rôle joue l'Organisation internationale du travail en la matière, réglementation et contrôle. D'accord. Alors, là, pareil, hein, évidemment, au niveau du travail des enfants, on se réfère toujours, aux lois internationales, donc OIT. Enfin, l'esprit des lois est très important. Souvent, on prend les lois internationales, donc dictées par l'OIT, à la lettre, mais l'esprit de la loi est très, très important et on oublie souvent qu'on doit agir dans l'intérêt premier de l'enfant. Et tous les projets que mène aujourd'hui l'OIT, donc ce soit au niveau de former globalement sur ces lois, mais aussi enclencher des projets de prévention du travail des enfants, l'OIT s'investit dans pas mal de pays, sur pas mal de dimensions. Donc c'est clairement, nous, ça fait partie des partenaires qu'on a avec qui on travaille sur ces sujets-là. Alors, pour l'instant, je ne vois pas apparaître de questions dans le Q&R. Donc, peut-être qu'on peut passer directement à partir un petit peu sur la troisième partie et les risques. De toute façon, c'est sur donc, les deux facettes, hein, travail forcé, travail des enfants. Donc, il y aura peut-être Mm. à ce moment-là aussi quelques questions complémentaires. Euh, Ouais. du coup, je pense Alors qu'après, complètement. maintenant, t'as plus de slides, hein, Magali, c'est ça? Oui, en fait, la dernière partie, c'était vraiment pour creuser un petit peu plus sur les initiatives qui existent déjà. Et si vous voulez, je peux rester un petit peu sur le travail des enfants et partager avec vous des pratiques qu'on voit sur le terrain et en quoi elles sont à approfondir et en quoi parfois certaines sont contre-productives, Alors, si ça vous va. au passage, donc, je vois une question de Colline Pavot qui Ah, est arrivée sur le travail des mhm. enfants, justement, qui demande quelles sont les activités les plus exposées au travail des enfants. Donc les activités dans le sens les secteurs. Oui, je pense secteur métier, Ouais. probablement. Oui. Ouais. Alors évidemment, hein, le premier ça va être l'agriculture, hein, quand même beaucoup, toutes les activités d'extraction. Mais grosso modo, enfin, on n'aime pas trop le limiter à certaines activités parce que dans une activité, même une activité, ça peut être une activité qui est classée dans les activités industrielles, il va y avoir des tâches en fait transverses qui peuvent être éventuellement faites par des enfants. Et au-delà de ça, je peux vous citer les exemples d'enfants qui accompagnent les parents qui vont sur les chantiers, donc au niveau de la construction. Donc on a des chantiers dans certains pays, notamment en Inde, donc on a des migrations qui viennent de différentes régions et où en fait la famille arrive. En général, le papa est sur le chantier, mais les enfants vont être employés en périphérie sur des travaux de type employé de maison. Et ça, cette dimension de la présence, en fait, c'est ça, la présence de l'enfant. Il faut la prendre en compte. On a trop ce réflexe et cette approche de se dire, euh, pour ne pas avoir de travail des enfants, on interdit en fait aux enfants l'accès à nos usines, à nos lieux de travail, etc. Certes, évidemment qu'il ne faut pas qu'ils soient sur le lieu de travail, mais on oublie que ces enfants accompagnent des familles. On oublie que ces enfants sont dans la communauté et on oublie qu'il peut y avoir une porosité des activités entre le lieu de travail et la communauté. Donc, sans vouloir aller tout de suite vers la politique de prévention du travail des enfants et ce qu'il faudrait bien faire avant, en fait, d'élaborer une politique et avant de se dire il faut travailler sur tel et tel secteur, etc., il faut déjà accepter l'existence tout simplement des enfants. Et souvent, je prends ce parallèle avec les accidents au travail. Voilà. On a la prévention des accidents au travail. La prévention des accidents au travail ne se résume pas à interdire les accidents au travail. La prévention du travail des enfants ne se résume pas à interdire la présence des enfants. Donc, il faut absolument prendre en compte cette présence-là. Et dans beaucoup de secteurs, et bien au-delà
ressources humaines du secteur donc agricole, extraction. Alors moi, je parle de ces secteurs-là, on n'est pas du tout sur le secteur hôtelier, par exemple, où il peut y avoir aussi une partie de travail abusif des enfants. Mais pour le coup, c'est un secteur que personnellement, je ne connais pas bien. Il y a alors, Dominique Drouet pose une question tout à fait similaire, hein, à celle auquel tu viens de répondre, qui est sur les secteurs d'activité, hein, les plus Mm. concernés par le travail des enfants. Il y a Pauline Le Coursonnois qui pose aussi une question, d'abord qui remercie, qui trouve que la présentation est très instructive. Elle dit les UN Guiding Principles sont basés sur 3 principes: Protect, Respect, Remedy. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne la remédiation? Ah, la remédiation. Alors, en introduction, je vous ai dit qu'on travaillait beaucoup sur l'expérimentation. On travaille sur l'expérimentation parce que aujourd'hui, on a, et c'est unanime hein, au niveau de tous les acteurs qui travaillent dessus, hein, on n'a pas de solution concrète qui marche pour faire de la remédiation, je dirais, parfaite sur le travail des enfants. Et c'est pareil d'ailleurs sur le travail forcé. Hem, donc les axes qu'on utilise, nous, en termes d'atténuation du risque et de prévention du risque sur certains domaines, c'est vraiment de prendre en compte, toutes ces dimensions du travail des enfants, qui est déjà sur la dangerosité des tâches. Si on arrivait à travailler beaucoup plus sur la dangerosité du travail, la dangerosité des tâches pour les enfants, et les femmes enceintes, on ferait déjà un grand pas, puisqu'il y aurait une partie du travail abusif, en tout cas cette part entre 15 et 18 ans à laquelle on pourrait déjà répondre, mais la partie remédiation qui est justement sur les enfants qui ne devraient pas travailler, c'est là où il faut travailler spécifiquement sur certaines classes d'âge. Donc on a les classes d'âge qui vont devoir suivre normalement une scolarité. Donc selon les pays, elle peut être obligatoire, mais pas forcément jusqu'à 15 ans ou 14 ans, ça peut être en dessous. Donc le point, c'est comment les amener sur ces systèmes d'éducation, mais il faut voir qu'il y a beaucoup de travail des enfants qui se fait en dehors de l'école. Il y a encore beaucoup d'endroits où le travail des enfants, c'est la récolte pendant les vacances scolaires, ou c'est certaines tâches après l'école. Donc on ne répond pas au travail des enfants simplement en mettant en place un système éducatif. Par contre, on va commencer à y répondre si les parents voient que ap avec l'école, on peut les amener à avoir finalement des moyens de subsistance. Donc nous, on travaille sur 2 axes. Il y a notamment pour le secteur agricole, l'aspect vivrier. Donc comment est-ce qu'on ramène les enfants, pas du tout sur du travail, c'est-à-dire qu'ils vont à l'école, ils ont un système éducatif et comment est-ce qu'on les amène à participer au foyer pour pouvoir manger? Donc comment est-ce qu'on ramène certaines populations sur, avoir mon propre champ, je vais faire des caricatures, mais de carottes, de patates, pour pouvoir au moins manger. Comment au niveau de la communauté, on peut préparer les repas ensemble avec les enfants pour au moins manger. Donc revenir sur des choses vivrières. Et sur la partie aller vers l'avenir, bah, il faut que les parents voient que l'éducation que l'école donne, c'est pour aller vers l'avenir et que les activités éventuellement extrascolaires, c'est aller vers l'avenir. Et aller vers l'avenir, c'est leur montrer qu'il y a des métiers d'avenir et qu'il y a des compétences d'avenir. Donc il faut que les programmes d'éducation et les programmes d'apprentissage qui suivent soient basés sur des compétences d'avenir. On a trop de cas de remédiation qui emmènent les enfants à l'école ou qui les emmènent sur parfois une partie apprentissage, mais sur des métiers qui ne leur donneront pas d'emploi du tout. Parce que ce sont des emplois manuels, on pense que c'est à leur portée, mais en fait, on ne les emmène pas du tout sur quelque chose qui va leur servir derrière. Donc ça fait partie de la remédiation, c'est penser à l'intérêt de l'enfant et de la famille jusqu'au bout, et donc de penser ces actions d'éducation, ces actions de protection, pour qu'il y ait un vrai changement et que cette inertie, bah, on arrive à la combattre en fait. Alors pour l'instant, dans le fil, toujours pas de questions supplémentaires. Moi, j'en ai une qui m'intéresse aussi, c'est lié au salaire décent, en fait. Est-ce que vous avez travaillé sur le lien entre le salaire décent et effectivement les problèmes de travail des enfants et de Mmh. travail forcé? Est-ce qu'il y a une mécanique qui s'est Oui. installée, qui peut se désinstaller Alors plutôt? ouais. Alors complètement, la notion donc salaire décent, il y a la notion de salaire de subsistance aussi.
Ce qui est certain, c'est que quand on va rentrer dans des principes de remédiation, euh, il va falloir se poser la question de quelle était la participation des enfants, quelle va être la conséquence effectivement sur le revenu des parents, mais très très vite, nous, on va sur la rémunération des parents. Et la rémunération des parents, il faut absolument qu'elle soit, donc nous on appelle ça des systèmes de rémunération responsables. On a tout un système de gestion des ressources humaines, gestion de la main-d'œuvre responsable. C'est de penser chaque maillon finalement de la relation de travail. Donc le système de rémunération en fait partie, il y a un maillon important. C'est de penser cette rémunération pour que non seulement le travailleur, on reconnaisse son travail à lui, parce qu'il y a aussi la notion de travail collectif, donc on reconnaît son travail à lui, mais qu'il soit vraiment sur un système vertueux, qu'on ne l'emmène pas, par exemple, comme on a des systèmes de rémunération qui emmènent sur des heures excessives. Donc l'idée, c'est pas d'emmener les parents sur 80 heures de travail, c'est d'aller sur des systèmes de rémunération qui rémunèrent effectivement le travail, mais qui vont rémunérer surtout la qualité et la productivité en fonction du secteur. Donc cet équilibre, nous, c'est là-dessus qu'on travaille. On ne va pas définir, nous, ce n'est pas notre spécialité que de définir quel est le niveau de subsistance. Par contre, on va définir à quelle structure de salaire il faut rémunérer le travailleur pour qu'en fait, globalement, l'unité de production aille dans le sens de la protection du travailleur, mais aussi que ça aille dans le sens de être compétitif et rentrer dans un modèle économique qui est viable. Donc nous, c'est là-dessus qu'on travaille. C'est pour ça qu'on s'appelle Ressources humaines sans frontières, parce qu'on travaille beaucoup sur tous les processus en fait, de ressources humaines. Alors, il y a une question de Sarah Cunha, alors là, qui va un peu dans le fond du sujet, la question importante. Est-ce que vous avez identifié du travail forcé ou du travail des enfants dans les supply chains des multinationales et quelles étaient les mesures adoptées pour remédier ces risques? Alors, euh, on... ça faisait partie de ma troisième partie. Mais Bah, on peut peut-être le lancer, enfin, non, oui, enfin, il y a un pont avec et il n'y a pas de souci. Ce qui est très intéressant dans cette question, c'est la sincérité qu'il y a derrière. C'est-à-dire, nous, on parle de la sincérité des politiques de prévention. Être sincère aujourd'hui, c'est enfin admettre que le travail forcé et le travail des enfants, il est là. Il est dans les chaînes de sous-traitance. Il est là. C'est la question ne se pose pas de qui fait et comment et pourquoi. Heu, il est présent et donc tout notre travail à tous, c'est de tout faire pour évidemment éliminer, ce travail des enfants, par exemple, mais c'est de tout faire pour atténuer un maximum. Donc on voit heu, des risques de travail des enfants et on parle beaucoup de risques, parce que déjà ça fait un petit peu moins peur, mais c'est parce qu'aussi c'est la réalité, c'est qu'il y a véritablement des situations où visuellement, vous ne verrez pas de travail des enfants, mais pourtant il y a du travail des enfants, où visuellement vous n'en verrez pas, mais le risque est quand même assez élevé. Donc ce qui est important, c'est pas tant est-ce qu'on en voit, est-ce qu'on n'en voit pas, c'est comment est-ce qu'on fait pour aborder ce risque-là, puisqu'on sait qu'il est présent? Enfin, il y a chaque année des rapports, notamment de l'OIT, qui expliquent très, très bien qu'on parle de millions d'individus. Ces millions d'individus, ils sont bien dans des chaînes quelque part, hein. Et l'idée, c'est pas de repousser, nous, dans nos chaînes de sous-traitance. Alors, quand je dis nous, je dis multinationales, enfin français, qui ont des chaînes qui vont à l'international. L'enjeu pour nous, c'est pas d'écarter ces enfants et de les emmener dans des chaînes ailleurs. Il faut absolument qu'on puisse adresser ce problème-là. Donc, on ne va pas travailler sur est-ce qu'il y en a ou est-ce qu'il n'y en a pas dans les chaînes avec les entreprises, en fait, les entreprises avec lesquelles on travaille. On va travailler sur concrètement, on fait quoi pour prévenir le travail des enfants? Que vous ayez des risques, que vous soyez bas en risque, que vous soyez haut en risque, de toute façon, le travail des enfants, d'une certaine façon, le risque, il est présent. Donc, je sais que ça ne répond pas directement à la question, mais parce qu'en fait, voilà, l'emphase à apporter aujourd'hui, c'est allez, mobilisons-nous
On sait que ça existe, on sait que c'est présent et il y a quand même de fortes chances qu'il y ait des petits bouts dans nos chaînes de sous-traitance. Donc allons-y. Question de Alicia Foulquier. Est-ce que vous travaillez sur des initiatives sectorielles existantes, type RBA, JAC? Trois petits points. Alors, donc RBA, donc on connaît ces initiatives, hein, RBA, JAC, et puis il y en a plein d'autres, tout autour, voilà, bon, il y en a plein d'autres. On ne travaille pas spécifiquement avec ces initiatives, on nous demande souvent d'évaluer, finalement les politiques des entreprises ou les risques dans la chaîne de sous-traitance des entreprises qui sont, en fait, dans ces différentes initiatives ou coalitions. C'est très important de favoriser, le regroupement des entreprises autour de la prévention du travail forcé et du travail des enfants. C'est très important parce que même si, encore une fois, en 1 heure, on ne peut pas tout expliquer, mais à partir du moment où c'est un problème complexe, où il y a un ensemble d'acteurs qui est en jeu, avec des relations extrêmement compliquées à aborder, et qu'on sait très bien qu'un problème complexe, c'est très solide, et que si on l'approche juste par une petite porte, ben en fait, lui, il va se réorganiser, il va faire face, et en fait, il ne tombera pas. Donc, il faut l'aborder vraiment par l'ensemble des angles. À partir du moment où on a ça, on dit, bah, les coalitions, il faut absolument qu'elles existent. Donc, il faut ces rassemblements. Malheureusement, ces rassemblements n'ont pas tous les mêmes moteurs. Donc quand ce sont des rassemblements, d'entreprises pures, donc voilà, des entreprises qui se regroupent, je pense à la JAC par exemple, donc la Joint Audit, dans les télécommunications. Heu, Ce qui est intéressant, c'est qu'ils forment un socle commun sur ce qu'ils veulent voir et pas voir. Donc typiquement, ils vont dire, travail des enfants, on ne veut pas voir ça, travail forcé, on ne veut pas voir ça, et on va, mettre les codes de conduite et on va, faire les audits et cetera. La difficulté qu'on a, c'est que ces codes de conduite, c'est comme les autres codes de conduite qu'on peut trouver d'une entreprise, toute seule. C'est qu'en fait, ils n'expliquent pas ce que c'est, le travail des enfants ou le travail forcé. C'est quoi le concept de travail des enfants? C'est quoi le concept de travail forcé? On dit qu'on l'interdit, bien sûr qu'on l'interdit. On respecte les lois internationales, donc évidemment qu'on n'a pas recours au travail des enfants, travail forcé, qu'on l'encourage pas. Mais c'est quoi exactement? Quand on parle avec, par exemple, on parle avec une usine chinoise, on travaille beaucoup en Chine. Aller parler du travail des enfants en Chine, le travail des enfants n'existe pas. Officiellement, il n'existe pas. Donc on ne parle pas de travail des enfants. On va parler de toutes les dimensions du travail des enfants. On va parler de l'exposition aux risques des plus jeunes. On va parler éventuellement du lien entre scolarisation et apprentissage. On va parler de ces sujets-là, mais on ne va pas parler travail des enfants, parce que frontalement, ça ne marche pas. Donc, mettre des codes de conduite qui ne vont pas dans le détail, qui n'expliquent pas et qui ne sont pas accompagnés, c'est la limite que nous, on voit. Maintenant, concrètement, comment chacun fait, il y en a certains qui ont certainement des pratiques tout à fait vertueuses. Aujourd'hui, nous, on sait que les audits de conformité qui peuvent être pratiqués sur le terrain ne permettent absolument pas d'identifier en fait les risques de travail forcé ou de travail des enfants, parce qu'ils sont basés sur des choses visibles. Et ces choses visibles, malheureusement, ceux qui sont dedans, ceux qui ont recours au travail forcé ou ceux qui ont recours au travail des enfants, ont la capacité de falsifier des documents, ont la capacité de cacher pas mal de choses, ont la capacité de construire de fausses écoles. Enfin, il existe beaucoup de choses possibles. À partir du moment où on travaille que sur l'apparence et qu'on ne travaille pas sur les causes du risque, et que donc on va identifier, mais finalement, là je vais vous donner un exemple, parce on a beaucoup travaillé sur tout ce qui est conditions de travail indécentes, et notamment les heures excessives de travail. On a beaucoup travaillé en Chine là-dessus. Il y a encore beaucoup d'audits aujourd'hui qui vont regarder combien d'heures font les ouvriers. On aura beau demander à des usines en Chine combien d'heures font les ouvriers, on aura évidemment des rapports d'heures qui montreront qu'ils ne font pas d'heures excessives de travail, parce que c'est très facile quand même de falsifier des feuilles d'heures. Par contre, vous allez voir leur système de rémunération, vous allez comprendre comment est construit le salaire d'un ouvrier dans une usine en Chine.
et c'est d'ailleurs beaucoup pareil dans d'autres pays, ça peut être pareil au Bangladesh par exemple, et que le système est uniquement basé sur l'heure, bah, à partir du moment où moi, ouvrier, je suis uniquement payé à l'heure et que tous les ouvriers sont payés sur le même taux horaire de base, bien évidemment que moi, ouvrier, je vais vouloir travailler plus. Donc, bien évidemment que je vais faire des heures. Et ce n'est pas parce qu'on me les a imposées, c'est parce que je veux gagner un certain niveau de salaire. Donc, on n'a même pas besoin d'aller voir qu'il y a des heures. Il y a des heures. Le risque d'heures excessives est présent. Ce qu'il faut aller voir quand on veut vraiment avoir une action, par exemple, sur ce type de situation, c'est que fait l'entreprise face à ce risque d'heures supplémentaires excessives. Et c'est là où on a une conversation intéressante. Parce que finalement, nous ce qu'on fait, c'est qu'on emmène les usines vers des systèmes alternatifs de rémunération, encore une fois, qui valorisent plutôt la qualité et la productivité. Et on a démontré que c'était possible, c'est-à-dire on a démontré qu'on pouvait tout à fait garder la compétitivité d'une usine en changeant le système de rémunération des ouvriers. En plus, les ouvriers restent plus longtemps. Enfin bon, il y a pas mal voilà, de facteurs qui sont importants. Donc c'est possible, mais au moins on travaille sur la racine. On ne perd pas d'énergie à dire qu'il y a des heures supplémentaires. On sait qu'elles existent. Voilà. Alors, il y a encore quelques questions qui sont là, dont une d'ailleurs qui peut engager la conversation sur ce qu'on souhaite faire l'année prochaine ensemble au sein du FIR. Alors, il y a une question de Colline Pavot d'abord, qui prend un exemple qui est celui du cacao, qui dit une entreprise du cacao qui annoncerait ne pas avoir de travail des enfants dans sa chaîne de sous-traitance. Globalement, ce n'est pas un bon signal. Ça sous-entend qu'elle n'a pas probablement mis en œuvre une bonne politique de gestion des risques sur le sujet, quoi. Bah, alors, moi je vous dirais déjà, quelle entreprise aujourd'hui peut écrire dans son rapport qu'elle a du travail des enfants? Enfin, c'est pas possible. En fait, c'est pas possible à dire, hein, dans le sens où euh, on, au niveau même de la société civile, c'est très dur à entendre. C'est très dur à entendre que le travail des enfants est présent. Malheureusement, on souffre de ça. On souffre de ce manque de transparence des entreprises, parce qu'il y en a évidemment qui savent très bien qu'elles en ont. On en souffre parce que comme on n'en parle pas, et comme on ne l'expose pas, et comme on ne travaille pas dessus, eh ben, finalement, on n'arrive pas à traiter le problème. Donc, ce qui est intéressant, par exemple, pour le secteur du cacao, c'est la question qu'on doit se poser. Et alors, moi, je ne suis pas du tout investisseur ou financeur, donc je ne sais pas exactement quelles sont les questions qu'on se pose, mais c'est clairement pas est-ce qu'il y a du travail des enfants ou pas. Moi, la question que je me poserais, idéalement, c'est mais que fait cette entreprise dans le secteur du cacao, qui est un secteur de toute façon exposé au travail des enfants, au risque de travail des enfants? Que fait cette entreprise? J'ai pas envie d'entendre je n'ai pas de travail des enfants, c'est même pas le sujet de la conversation. Moi, ce que je veux entendre, c'est concrètement qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi sa politique de prévention du travail des enfants? Qu'est-ce qu'elle dit sur le travail des enfants? Si finalement, elle m'explique dans sa politique que pour elle, prévenir le travail des enfants, c'est s'assurer que les tâches dans sa chaîne de sous-traitance ne sont pas dangereuses ou sont bien identifiées comme non dangereuses et qu'on place les plus jeunes sur des postes qui sont d'office non dangereux sans savoir l'âge qu'ils ont, que c'est pour les classes d'âge de tel et tel enfant de favoriser un système d'éducation, pour telle et telle classe d'âge, favoriser les jeunes et l'apprentissage de telle et telle façon. Là, j'ai une entreprise qui a une maturité par rapport aux enfants, qui a une énorme valeur. Parce que peut-être que tout de suite, là maintenant, il y a encore des enfants, mais elle a une approche qui va nous permettre de bouger. Et c'est ça qui est important. Alors, j'ai une question de Pauline, à nouveau, Pauline Le Coursonnois. Elle demande, et ça, c'est après, peut-être que Alexis, tu voudras en dire aussi un mot, dans notre dialogue avec les entreprises, que devons-nous demander et à qui? Donc, je ne sais pas, Magali, si tu as un premier élément de réponse à donner, et puis on pourra peut-être évoquer ce qu'on prévoit de faire effectivement l'année prochaine. D'accord. Alors, moi, je peux vous dire, effectivement, quand on travaille, donc on travaille avec des entreprises qui, nous ont ouvert, en fait, leur chaîne de sous-traitance, et qui, nous permettent d'expérimenter sur certains maillons des approches qu'on a par rapport aux ressources humaines, par rapport au recrutement,
Donc, quand on revoit avec les entreprises, par exemple, leur politique de prévention, ou quand on nous demande d'analyser en dehors des entreprises avec lesquelles on travaille des politiques de prévention, euh, déjà, on se réfère beaucoup à la loi française sur le devoir de vigilance, ça c'est important. On a un cadre maintenant qui est quand même très structuré autour des 5 piliers, et ça, il faut absolument y revenir constamment, hein. Le principe de cartographie, d'évaluation, d'action, de mécanismes d'alerte et de suivi globalement de la politique. Donc nous, on s'inscrit là-dedans. Par contre, on a un premier maillon, je dirais c'est le maillon zéro, qui n'apparaît pas comme ça sur les 5 piliers de la loi française sur le devoir de vigilance, c'est la compréhension du risque. Donc nous, on passe beaucoup de temps à, à ce que l'entreprise nous explique comment finalement, c'est quoi ce risque chez elle, dans sa chaîne de sous-traitance, il ressemble à quoi, et qu'est-ce qu'elle a envie de faire pour finalement contribuer à l'élimination du travail des enfants et du travail forcé. Nous, ce qu'on regarde, c'est ça. Nous, ce qu'on veut, c'est une certaine posture. C'est-à-dire, pour reprendre l'image de pousser les enfants en dehors de ma chaîne de sous-traitance, nous, ce qu'on veut, c'est bah, qu'est-ce que je fais moi en tant qu'entreprise? Et là, il y a la notion de responsabilité sociétale complète. Qu'est-ce que je fais pour que dans mon activité, ma façon de déployer mon activité, les politiques que j'y associe, qu'est-ce que je fais pour prévenir ce risque? Et donc, c'est pas enlever les enfants, c'est pas enlever les travailleurs migrants, c'est ils sont là, ils sont présents, qu'est-ce que je fais par rapport à eux? Donc nous, c'est beaucoup ce qu'on regarde, et on regarde beaucoup, c'est le travail avec les parties prenantes, mais les parties prenantes impactées. Donc on parle beaucoup de parties prenantes et c'est assez large comme notion. Il y a de plus en plus des entreprises, par exemple, qui commencent à intégrer leurs fournisseurs parfois dans leur politique, mais on a encore trop peu d'acteurs, enfin, d'organisations qui impliquent les travailleurs eux-mêmes. Et on a besoin, en fait, de travailler après localement. Avec ces problèmes qui sont complexes, très gros, il faut absolument travailler sur des parcelles pour, sur ces parcelles, aller finalement ouvrir toutes les portes pour pouvoir vraiment trouver une solution et petit à petit déconstruire finalement ce gros problème. Donc il faut qu'on aille là-dessus avec les parties prenantes impactées. Et donc il faut, sur le travail des enfants, on ne peut pas faire une politique de travail des enfants localement sans impliquer les communautés, sans impliquer les familles, sans impliquer les parents. Ce n'est pas possible. Donc sur le travail forcé, on ne peut pas non plus faire de politique sans impliquer toutes les organisations qui s'occupent d'héberger et de récupérer les travailleurs migrants. On ne peut pas, parce qu'en fait, on ne répond pas, sinon, aux enjeux locaux. Donc, du coup, la question que se pose Pauline, c'est que finalement, dans le dialogue avec l'entreprise, comment est-ce que devons-nous demander et à qui? Alexis, tu veux dire un petit mot peut-être des projets pour 2021? Oui, alors on va voir ça en commission dialogue et engagement du forum, mais effectivement, ce type de sujet, il faut probablement qu'on soit capable de les affronter, de monter en intelligence collective. Et je me pose naturellement la même question. Moi, ce que je retiens de la présentation de Magali, que je remercie vraiment, c'était passionnant. Et enfin, ça ébranlait et c'était passionnant en même temps. C'est qu'en fait, des questions très classiques du droit du travail, par exemple, eh bien, il faut se les reposer. Comment est-ce qu'on rémunère? Et quand on répond ça, il y a bien sûr le niveau, mais il y a aussi la structure de la rémunération. J'ai entendu rémunération au panier ou à la tâche. Après, il y a la question du temps de travail. Comment est-ce qu'on fait pour maîtriser le temps de travail et naturellement comment on protège les postes de travail. En fait, trois questions hyper classiques du droit du travail qu'il faut sans cesse reposer. Et notre enjeu à nous, c'est naturellement de nous assurer que dans les chaînes de sous-traitance, ces questions, on se les pose bien et qu'on les identifie bien comme des facteurs de risque. En tout cas, c'est bien comme ça que je comprends. Il y a bien sûr des secteurs sur lesquels il y a plus de propension, il y a des géographies dans lesquelles il y a plus de propension, et puis il y a au fond des invariants qui font que les risques sont plus ou moins grands. Est-ce que vous partagez, enfin, est-ce que Magali, tu partages Complètement. ce... Oui, 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 complètement. Complètement.
Donc, du coup, on va engager des travaux l'année prochaine, effectivement, sur le sujet, y compris d'ailleurs avec quel type de questions et quel interlocuteur il faut aborder dans l'entreprise sur ce sujet. On arrive au bout, là, ça fait effectivement 1 heure qu'on est tous ensemble. Il y a une dernière question qui est plus liée à RHSF, en fait, de Sarah Cunha. Une petite dernière, peut-être, avant qu'on se sépare. Est-ce qu'on peut dire que RHSF a plutôt une fonction de partenaire sur le terrain afin de réduire ses risques et pas finalement une fonction de lanceur d'alerte sur quelle supply chain en particulier est exposée? Alors, on n'est absolument pas, lanceur d'alerte, on n'est pas du tout dans l'advocacy et cetera. On se positionne vraiment dans l'expérimentation. Nous, enfin l'ensemble de l'équipe, on est partagé entre, le milieu, professionnel, corporate pour certains, et le milieu du droit et des ONG. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'aller travailler à petite échelle sur des situations précises pour montrer qu'on peut avoir des modèles alternatifs. À partir du moment où on aura démontré que ces modèles alternatifs peuvent fonctionner, il faudra qu'il y ait d'autres organisations ou qu'on aille chercher d'autres organisations pour finalement faire monter à plus grande échelle ces modèles. Et ça, cette expérimentation, c'est ce qu'on fait. Donc, nous, en fait, on est un incubateur, on a un incubateur de solutions hein, qu'on appelle le Lab 87 et qui d'ailleurs est en partenariat avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français. On a un incubateur qui nous permet d'expérimenter à petite échelle. Donc nous, c'est ça qu'on fait avant tout. Et pour pouvoir expérimenter, on n'est absolument pas dans la délation et le jugement. Maintenant, il faut que dans le paysage des ONG, il y ait ces mouvements, parce que c'est grâce à ces mouvements aussi que certaines entreprises bougent et que certaines entreprises vont se dire, bah, il faut peut-être que je fasse quelque chose, il faut peut-être que j'aille expérimenter. Et c'est là où nous, on se positionne, et nous, on dit, bah, nous, on est là pour expérimenter avec vous, mais en toute confidentialité, évidemment, parce que ce sont des sujets compliqués, ce sont des sujets sensibles, et que voilà, on ne les met pas sur la place publique comme ça, si on peut trouver des solutions. Merci beaucoup Magali. Merci à tous d'avoir été avec nous donc pendant ce début de matinée. Juste pour vous signaler une dernière petite chose, c'est que donc lundi prochain, on fait aussi encore un webinaire sur un sujet tout différent qui est lié à la Net Zero Asset Owner Alliance et notamment les cibles que se fixent les uns et les autres peuvent se fixer dans ce contexte-là. Voilà, donc on fait ça à 11 heures du matin lundi prochain. Magali, merci beaucoup. De toute façon, on se reparlera très vite. Je pense que, et certains, probablement, des gens qui étaient présents aujourd'hui auront de l'appétit pour participer au groupe de travail qu'on va pouvoir lancer ensemble. Merci beaucoup à tous et puis très belle fin de journée. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.